Salut, c'est Maxence et bienvenue dans 24 of 24. Aujourd'hui, je vous présente Célia qui est docteur en physique quantique et humoriste. On parle de ses débuts dans le stand-up, son expérience dans le vol zéro gravité et son prix de la fondation L'Oréal UNESCO qu'elle a reçu pour sa thèse. Salut Célia. Salut. Comment ça va ? Bah ça va et toi ? Bah écoute, ravi de te recevoir dans le podcast. 24 of 24, l'objectif du podcast c'est de mettre en avant des gens qui ont fait plein de choses cette année. Ok. Et du coup, je commence la question. Le podcast part toujours la même question pour les invités qui est quel est ton souvenir de l'année 2024 ? Alors elle n'est pas encore finie, mais voilà, sur les 10 derniers mois, quel est ton meilleur souvenir ? Il y en a plusieurs, ça a été une belle année. Ouais. Mais je dirais le vol 0G que j'ai fait en début d'année dernière. C'était la 3e fois que je participais à une campagne de vol 0G. Mais la différence, c'est que cette fois-ci, j'ai un peu plus communiqué autour de ça. J'ai voulu un peu plus expliquer aux gens qui me suivaient sur Instagram et puis aux gens qui pouvaient tomber par hasard sur mon compte Instagram pourquoi j'étais allée dans l'avion 0G. Donc je pense qu'on en parlera un peu tout à l'heure. Clairement. Qu'est-ce que c'était qu'un vol 0G, qu'est-ce qu'on y faisait, etc. Et pour ça, j'ai fait une série de vidéos où j'ai été aidée par Maëlys qui a fait le montage. Et en fait, c'était vers le début d'année et je pense que ça a coloré un peu mon année vers cette direction un peu vulgarisation et science qui s'est bien poursuivie au cours de l'année. Donc je pense que c'est ça, ouais. Trop bien, la série En apesanteur, elle est vraiment très cool. On invite tout le monde à aller la voir. Peut-être avant de revenir sur ton parcours scientifique, le vol 0G et ce que tu fais au CNES en ce moment, je serais intéressé de revenir sur un événement marquant pour toi en 2017, qui est ta participation au concours Campus Comedy Tour. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est que ce concours et un petit peu pourquoi tu as décidé de participer à ça ? Ouais, alors le Campus Comedy Tour, c'est un concours d'humour étudiant. Donc le principe, c'était que l'orga du Campus Comedy Tour, il venait dans les écoles d'ingénieurs ou les universités. Il proposait aux écoles un spectacle avec un humoriste ou une humoriste confirmée. Donc, par exemple, nous, dans mon école, on a eu Bérangère Krief. Et surtout, en première partie de cet humoriste, il y avait une première partie faite par les étudiants. Donc plusieurs étudiants de l'école pouvaient proposer des sketchs de 5 minutes pour faire leur première scène, souvent. Alors, il y en a certains qui avaient de l'expérience, mais dans mon école, c'était que des premières scènes. Et ensuite, il y avait une forme de concours, donc une sélection par un jury en ligne, et une sélection aussi par concours de like. Et donc, j'ai participé en 2018, parce que donc je faisais partie de l'asso qui organisait ça dans mon école d'ingé, et donc le bureau des arts qui organisait ça, et on s'est rendu compte en tenant la liste d'inscription que quasiment personne s'était inscrit. Et ça foutait un peu la merde. Ouais. Niveau organisation, c'était pas forcément facile. Du coup, on s'est dit, avec un ami à moi qui s'appelle Cerise, qui maintenant est musicien, c'est son nom de scène, Cerise avec un Y. On s'est motivés, on avait l'habitude de faire des chansons ensemble, on avait l'habitude de rigoler pas mal ensemble. Et on s'était dit, allons-y, tentons de faire une chanson un peu humoristique. Nous, c'est un peu notre, entre guillemets, zone de confort de faire de la musique. Ouais. Donc, allons-y avec ça. Et on s'était dit... Au pire, si c'est pas drôle, la chanson elle est bien. Juste les gens s'ambianceront, quoi. C'est ça. Et donc on a fait ça devant notre école d'ingé et ça avait super bien marché. Donc c'était une super bonne expérience de première scène. Et on a eu la chance d'être sélectionnés par le jury pour aller à la finale. Et la finale, c'était un gala d'humour incroyable à la Cigale à Paris, qui était capté par C-Star et Comédie Plus, qui était avec des... Donc c'est un vrai gala d'humour, donc il y avait des vrais humoristes, entre guillemets, qui faisaient des 10 minutes. Donc c'était mais une line-up incroyable avec Mela Bédia, il y avait Tania Dutel, il y avait Thomas VDB, il y avait Baptiste Le Caplin. Voilà, je fais du name dropping un peu, mais mais c'était vraiment fou comme premier. C'était quasiment ma première scène et on était à côté de gens très très forts. Et donc on a pu faire ça avec mon pote Cerise. On s'est retrouvés sur la scène de la Cigale à Paris. C'est fou. Et c'était incroyable. Et forcément, c'est une expérience qui m'a marquée de fou. Et je m'étais dit pendant longtemps après que je vais remonter sur scène. Et j'étais restée en contact avec un autre étudiant qui participait aussi, que j'ai rencontré à la Cigale, du coup, qui s'appelle Avocha, qui est humoriste aujourd'hui. Et qui est humoriste depuis pas mal d'années, du coup. Et en restant en contact avec lui, c'est un peu lui qui m'a dit, mais en fait, meuf, il faut que t'essayes de le faire toute seule parce que il sentait que j'avais vraiment très envie de le faire et il avait totalement raison. Je pense que j'avais beaucoup d'autocensure avant de me motiver à prendre ma guitare, faire mes petites chansons et aller dans les comédie clubs. Et c'est vraiment lui qui m'a aidé à prendre mon courage à deux mains, m'inscrire à mon premier comédie club. Il m'a aidé sur le texte aussi et du coup j'étais vachement plus en confiance que si j'avais été complètement seule dans l'aventure. Ouais. Et donc c'était une rencontre
très marquante et très importante parce qu'aujourd'hui c'est mon meilleur ami, donc c'est quelqu'un qui est vraiment important dans ma vie et qui m'a aidé à faire cette première scène. C'était assez fou. C'était pas mal d'années quand même après le Campus Comedy Tour, parce que j'ai dû le faire en 2022, je pense, ma première scène. Ok. Et ton année au Campus Comedy Tour, c'est Paul Mirabel, ça, qui gagne Exactement, c'est Paul Mirabel qui gagne l'édition. Ouais. Donc c'était assez fou. Mais en fait, c'est marrant quand on regarde les gens qui ont participé mon année au Campus Comedy Tour. Et c'est pas le cas, je pense, de toutes les années. Mais on a tous continué à faire de la scène. Ouais. On était donc 6 finalistes. Et il y a Victor Parnaso qui continue à faire du stand-up à Paris. Il y avait Nam aussi qui continue. Il y avait Cerise qui fait de la musique aujourd'hui, qui n'a pas continué dans l'humour, mais qui est toujours très drôle. Moi, j'essaye de le motiver, mais... et donc, il y a moi qui continue le stand-up, il y a Avocha qui a continué. Voilà, je sais pas si j'en oublie. Paul Mirabel qui a bien évidemment continué, on l'a tous vu. Donc, c'était une promotion assez rigolote. Il était déjà connu, Paul Mirabel, ou pas du tout? C'est vraiment ce qui a été un peu le tremplin pour lui? Je pense pas que ce soit ça qui a été le tremplin pour lui. À l'époque, il était déjà connu du milieu. Les gens dans le milieu savaient déjà qu'il était bon, mais il n'avait pas encore son spectacle, et il était en train justement de construire ça, de finir ses études, et il a fait d'autres tremplins derrière qui ont continué à le faire monter en célébrité. Mais c'était je pense, je l'ai rencontré à ce moment justement où il était un peu dans ce moment charnière. Donc nous, on connaissait pas, par exemple, on voyait, wow, ok, le mec, c'est ce qu'il fait. Enfin, il avait vraiment une proposition super forte, quoi. Mais je pense qu'il n'était pas encore complètement dans le système, quoi. Ok. Et toi, du coup, t'as mis quelques années du coup à décider de te lancer seule. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter ta première scène seule en 2022? Bah ouais, c'était au Gavet Style, qui est un comédie club un peu historique à Bordeaux. Je pense que c'est la plus vieille scène ouverte de Bordeaux, je pense. Et en fait, donc c'est une scène ouverte, c'est-à-dire qu'il suffit de leur envoyer un message et ils te programment. Sauf qu'en général, ils te programment après 3 mois après, parce qu'ils ont quand même pas mal de gens, pas mal de monde qui demandent. Et il se trouve que moi, j'avais déjà croisé les gens qui organisaient parce que j'avais fait un duo avec Avocha, justement. Donc c'était avant que j'ose me lancer toute seule, je faisais beaucoup de duos, du coup. Et donc il m'avait déjà vu jouer, il voyait déjà un peu qui j'étais. Et quand j'ai demandé une date, ils me disent désolé, c'était en mai, je pense que c'était quelque chose comme ça. Et ils me disent désolé, on n'a pas de date avant septembre, mais écoute, prépare un truc pour septembre. Et puis un jour, c'était début juin, mais vraiment peu de temps après, ils me disent en fait on a une date jeudi. On était lundi. Wow. Et donc j'étais là, alors c'est pas prêt. J'avais même pas écrit de chanson, j'avais commencé à bosser sur un texte, mais c'était honnêtement pas très très bon, pas très très punché. Et du coup là j'ai appelé Avocha et je lui ai dit ils m'ont donné une date jeudi. Il m'a dit ok. Il habitait à Toulouse à ce moment-là, moi j'habitais à Bordeaux, et il a fait l'aller-retour pour venir me faire répéter. Incroyable. Genre entre midi et 2, parce qu'à ce moment-là j'étais en thèse du coup. Et donc il est venu dans mon labo entre midi et 2 pour qu'on aille répéter dans la salle de musique le sketch la veille du passage. Et donc oui, il a fait l'aller-retour en train. Merci TGV Max, vraiment incroyable. Le TGV Max a sauvé beaucoup de carrières artistiques, je pense. Et ouais, c'était assez dingue. Et finalement, je suis allée à cette scène alors toute seule parce que du coup, lui pouvait pas être là, et puis surtout, en fait, il y avait déjà toutes les places qui étaient réservées de toute façon, donc je pouvais pas faire venir mes potes. J'avais pas spécialement envie de faire venir mes potes non plus. Je pense que quand on fait sa première scène, on préfère faire ça. Voilà. Et du coup, je connaissais quasiment personne. Et donc, c'était assez fou parce que j'étais hyper excitée, hyper flippée, mais en même temps, personne me connaissait. Donc, c'était un nouveau monde qui s'offrait à moi. Et j'ai vachement aimé. Ça s'était bien passé, sans être un truc incroyable. C'était quand même bien. J'ai assez vite remarqué que j'avais un sketch, en fait, je devais faire un sketch parlé pendant 7-8 minutes, comme ça, et après j'avais une chanson de 3 minutes. J'ai assez vite vu que ce sur quoi je marchais le mieux, où moi-même j'étais le plus à l'aise et que du coup le public me suivait le mieux, c'était la chanson. Et donc je me suis dit ok, je pense que ça va être ça le truc qui va porter mes sketchs maintenant. Mais j'étais quand même assez contente. C'était un sketch sur... Il y a une partie de sketch sur le harcèlement de rue que je joue encore aujourd'hui. Et après, il y avait une autre partie de sketch qui était un peu gênante, je pense, que j'ai arrêté de jouer. Pour des raisons évidentes de gêne, quoi. De gêne, voilà, exactement. Je sais pas comment je vivrais de revoir cette vidéo maintenant. Ah ouais. Elle est quelque part sur un disque dur. Mais la chanson, par contre, que j'avais faite, qui est une parodie de Mon Essentiel du Roi Soleil, qui du coup est d'actualité, parce qu'il relance la comédie musicale maintenant. Celle-ci, je la joue encore en comedy club. Trop bien. Assez souvent. C'est quoi le process justement pour écrire un sketch quand tu passes dans un comedy club? Eux, ils te donnent un temps, une durée?
Et toi, après, soit tu reprends des trucs que tu avais déjà écrits pour retester ou pour raffiner des blagues que tu avais déjà écrits, ou est-ce que tu écris un sketch de zéro sur un nouveau thème que tu as en tête en ce moment? Bah, ça dépend des gens. Les gens fonctionnent tous très différemment. En général, effectivement, on nous donne une durée. Alors, quand on commence, souvent, on n'a pas énormément de texte. Donc, je sais que... Alors, à Bordeaux, on joue souvent sur des 10 minutes. Je sais qu'à Paris, c'est plus sur des 5 minutes. Ça dépend un peu de comment sont les plateaux. Mais t'écris ton premier 10 minutes. Normalement, le but, c'est derrière de les tirer pour aller chercher des nouvelles blagues, des nouvelles choses sur ce 10 minutes. Et puis d'en garder ensuite que les trucs qui marchent le mieux devant le public. Donc souvent, le même 10 minutes, tu vas le rejouer beaucoup de fois avec des petites variantes à chaque fois pour justement affiner. Mais il y en a qui fonctionnent très différemment, qui vont aimer aborder plein de sujets différents. Moi, c'est un peu particulier parce que comme c'est quand même assez centré autour des chansons, ce que je fais un peu un Lego. Enfin, au fur et à mesure du temps, là, je pense que j'ai écrit à peu près 40 minutes là aujourd'hui de textes que j'ai déjà joués et testés sur les comedy clubs. Et du coup, je dois avoir 5-6 chansons. Et donc, je vois un peu, en fonction de l'ordre des chansons que je vais faire, quels seront les mini-sketchs de transition que je fais entre mes chansons. Parce que je fais vraiment, en général, je fais 2 minutes de blague, 3 minutes de chansons, 3 minutes de blague, 2 minutes de chansons. Enfin, j'ai des chansons plus ou moins courtes, etc. Donc, du coup, ça fait vraiment une sorte de Lego. J'ai vraiment, là, pour bosser sur mon spectacle, j'ai un tableau chez moi avec les intitulés des blagues ou des chansons et je les bouge comme ça. Des petits post-it, je les change d'ordre juste pour voir, tiens, est-ce que ça marche si je fais le lien de ça. Puis des fois, on se rend compte que c'est encore plus drôle d'amener une blague ou une chanson par un autre angle qui est très décalé. Et donc, on teste et puis voilà. Puis quand on a des nouvelles blagues, on vient les tester. Souvent, on essaie de les mettre un peu au milieu de trucs dont on est un peu plus sûr, histoire de pas avoir des longs moments de silence. C'est pour se préserver quand même. Mais on va essayer de se dire, bon, ok, ce soir, je teste une partie et tout. Souvent, on dit aux autres humoristes, tu me diras ce que t'en penses et tout. Et parce que du coup, c'est quoi la régularité du coup de tests que tu fais en comedy club? Ça dépend. Moi, je joue à peu près 2 fois par semaine en comedy club. Ce qui est pas énorme. En vrai, les humoristes aujourd'hui qui sont un peu déter, mais à Bordeaux ou à Toulouse, ils vont jouer 3-4 fois par semaine. À Paris, je pense que c'est encore plus. Et même parfois plusieurs fois par soir. Parce que c'est vraiment un sport, ça se muscle en fait. Plus tu joues, plus t'es à l'aise sur scène, plus tu vas pouvoir trouver ton clown, un peu le truc qui va marcher, quoi. Et moi, du coup, je teste pas si souvent. En fait, j'écris pas beaucoup par rapport à d'autres. Enfin, je suis pas. Il y avait des périodes où j'écrivais beaucoup au début, en fait. J'avais plein d'idées. Maintenant, je suis un peu plus dans une phase de croisière où je rejoue beaucoup des trucs, mais justement plus pour m'approprier les textes, plus pour me sentir plus à l'aise aussi sur scène, trouver ma détente, on va dire. Donc voilà. Il y a des moments où je pense que comme plein d'artistes, on se remet énormément en question parce qu'on se dit mais je sais plus rien écrire, j'étais drôle avant, mais je me suis plus et tout. Fini. Mais c'est normal. Je pense qu'il y a des phases où on écrit, des phases où on joue. Et donc des fois je teste des petits bouts de blagues, des petites réactions à des trucs d'actualité, mais c'est pas Et t'es accompagné là-dessus? T'as quelqu'un qui bosse avec toi sur les blagues? Eh ben non. Alors, avec Avocha, je travaille pas mal quand même. Il y a pas mal de fois où des blagues, je lui fais des vocaux. Et des fois, il va réagir en me disant c'est trop bien et tout. Des fois, il me dit non, ça va pas marcher. Et des fois, je le crois, des fois, je le crois pas. Parce qu'en fait, c'est très difficile de juger de comment va sortir la blague déjà dans le contexte du comedy club et puis dans la voix et la parole de l'autre. Je sais que des fois, lui, il va écrire des blagues qui sont très drôles et si je les dis moi, elles marcheront pas parce que juste j'ai pas forcément la bonne diction. Et à l'inverse, là récemment, j'avais fait une blague sur mes ovaires et Éric Zemmour. Il m'a dit que ça marcherait pas. Et elle a plutôt pas mal marché contre toute attente. Après, je pense que c'était peut-être un coup de chance. On va retenter la blague de mes ovaires et Éric Zemmour et on verra ce que ça donne. Mais non, mais c'est toujours très drôle de pitcher des blagues à des gens. Tu donnes un titre à une blague. Souvent, ça n'a aucun sens. C'est assez drôle. Et t'as fait du théâtre avant? Enfin, comment t'en es venu à faire ça au-delà du coup de l'organisation de ce Campus Comedy Tour? Avant, de base, c'est quelque chose que t'aimais, que tu consommais? J'avais fait un peu de théâtre enfant. J'ai grandi à la campagne, dans l'Ain. Et on avait un petit club de théâtre où on écrivait notre petite pièce de théâtre pour jouer dans la salle des fêtes. Donc rien de très professionnel, on va dire. J'ai pas fait de conservatoire pour le coup. Mais du coup, j'ai toujours aimé faire un peu le clown entre guillemets. Mais j'avais pas vraiment fait de théâtre, ce qui me manquait. Et quand j'ai emménagé à Bordeaux en 2020, c'était ça. Et j'ai commencé le théâtre d'impro. Et ça a été quand même un vrai tournant dans ma vie et un vrai tournant dans ma vie artistique notamment, parce que t'apprends à lâcher prise. C'est tout le jeu de l'improvisation, c'est d'apprendre à se faire confiance et à lâcher prise.
à prendre la place dans le groupe et dans le jeu avec les autres. Et je pense que je suis clairement allée faire de l'impro à l'origine en me disant je vais apprendre à être drôle pour pouvoir faire du stand-up. J'avais toujours ce truc en tête qui est resté, ce qui est en fait pas du tout une bonne stratégie. Même si du coup c'est ce que j'ai fini par faire, mais ne suivez pas ce conseil. Non, parce qu'en fait l'impro c'est vraiment, le but c'est de jouer avec l'autre et de créer des histoires. Et c'est du théâtre. Et du coup, le stand-up, c'est différent parce qu'on casse le 4e mur, on est là avec le public et on est là seul. Donc c'est pas le même exercice du tout. Et justement, en faisant de l'impro, j'ai découvert que j'adorais le théâtre d'impro pour ce qu'il était. Pas parce qu'il me rendait drôle ou quoi, mais pour ce qu'il était. Mais à certains moments, je me retrouvais un peu soit seule en avant-scène ou je me retrouvais des fois et je me rendais compte que j'arrivais à faire rire les gens. Et surtout un exercice qui a été pareil, un gros tournant, c'est que j'ai appris à faire des chansons improvisées. Il y a des formations comme ça, dans des stages d'impro, on apprend à improviser des chansons avec un couplet, un refrain, etc. Et je me suis rendu compte que j'étais pas mauvaise à faire ça. Étant moi-même chanteuse depuis longtemps, enfin je chantais depuis gamine, j'ai toujours aimé faire de la musique. Et ben je me suis dit mais en fait c'est peut-être ça ma zone de confort. Et donc j'ai commencé à faire des chansons improvisées et à voir que ça marchait. Et je me suis dit mais si j'arrive à improviser une chanson et qu'elle est quand même plutôt drôle, je devrais m'en sortir à en écrire et à faire quelque chose. Et ça m'a vachement aidé. Ça m'a pris après ça 1 an et demi, 2 ans à vraiment monter sur scène en stand-up. Mais je pense que l'impro m'a vachement aidé. Et pendant longtemps, je faisais les deux, du coup, en parallèle. Et improviser des chansons, concrètement, c'est tu demandes au public un thème ou des mots, etc. et tu les inclus dans... Ouais, ça peut être ça. Souvent, c'était en match d'impro. Le principe du match d'impro, c'est qu'il y a un maître de cérémonie qui va venir dire à 2 équipes, bon, cette catégorie d'improvisation, ce sera chanté, et vous allez par exemple prendre comme thème, je sais pas, du bruit dans la cuisine. C'est un thème au hasard qui vient. Et on peut te rajouter une contrainte, ou un personnage ou quelque chose, mais souvent on va te donner un peu un titre, une ambiance. Et puis là, alors là où je jouais, on avait la chance d'avoir un musicien en live qui commence à faire quelque chose au piano, à la guitare. Et donc tu suis le musicien ou la musicienne et puis tu commences à faire la chanson. Et puis après, en fonction de la réaction du public, t'aimes bien faire chanter le public, tu peux interagir un peu. Et je m'étais rendu compte que cet exercice-là me plaisait beaucoup, beaucoup. Très cool. Tu parles aussi beaucoup dans tes sketchs de sciences. C'est vrai que je parle aussi beaucoup tout court. Tu parles beaucoup de sciences, parce que tu as un parcours en sciences, un parcours scientifique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours-là et je crois que j'avais lu quelque part que tu disais dès le collège que tu voulais être astrophysicienne, ce qui est quand même pas hyper commun. T'es allé chercher loin les infos. Mais ouais, curieux que tu nous parles un peu de ton parcours justement et d'où ça te vient. Ouais, effectivement, j'ai une vie parallèle, une vie scientifique parallèle, pas dans un univers parallèle, dans le même univers, ce qui est parfois problématique. Mais oui, j'ai fait un bac S, j'ai fait une classe préparatoire scientifique, j'ai fait une école d'ingénieur parce que moi, je rêvais à la base effectivement de bosser dans l'astronomie. Comme beaucoup d'enfants, j'étais fascinée par le ciel la nuit. J'avais vu des images, probablement dans C'est pas sorcier, des planètes. Et je m'étais dit, c'est ça que je veux étudier plus tard, parce que ça avait l'air de répondre à la question, c'est quoi l'univers, c'est quoi la nature, quoi. Et au fur et à mesure de mes études, cette question de c'est quoi l'univers, c'est quoi la nature, c'est un peu affiné de c'est quoi la matière, c'est quoi ce qui se passe autour de nous. Enfin, j'avais un peu envie de tout comprendre. Un peu prétentieuse la gamine, mais j'avais vachement envie de comprendre. Et du coup, je pense que ça, c'est un point commun entre beaucoup de gens qui font des sciences, c'est envie de comprendre finalement comment les choses marchent à plein d'échelles différentes. Et au fur et à mesure de mes études, c'est un peu la physique quantique qui est devenue le truc qui m'intéressait, parce que donc j'étais dans une école d'ingénieur qui s'appelle Suboptique, où on étudie la lumière sous toutes ses formes, les photons, la photonique. Et en fait, on étudie vachement l'interaction entre les photons, la lumière et la matière à l'échelle quantique, à l'échelle de l'infiniment petit. Et ça m'a vachement passionnée. Hyper vite, je me suis dit, bon, c'est joli comme science. Enfin, c'est une belle science. Et puis j'ai vu surtout qu'il y avait un aspect expérimental qui était hyper fort. C'est-à-dire vraiment, on voit ce qu'on fait. Concrètement, on envoie des lasers sur des gaz d'atomes et on voit les gaz fluorescer, donc faire des petits nuages qui ont des couleurs et tout. C'est pour ça que je dis que c'est joli comme science, vraiment. Et en même temps, c'est extrêmement technique, extrêmement complexe, mais vraiment passionnant. Et puis, t'as ce truc donc j'ai fait une thèse par la suite dans ce domaine-là. Et en fait, en thèse, c'était autant lire des bouquins pour comprendre la physique quantique, les équations et tout, ce qui est pas forcément ma partie préférée, mais qui est toujours stimulant, mais aussi juste visser des trucs,
aligner des miroirs, enfin quelque chose de très concret avec les mains quoi. Et en vrai, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un peu une bricoleuse parce que j'ai bricolé une thèse, alors qu'en fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en allant faire des sciences. Et je pense que les gens n'ont pas forcément cette image-là des scientifiques. Donc effectivement, il y a une partie un peu... des fois, tu poses des calculs sur un papier avec un crayon. Des fois, tu es en train de coder t'es en train de coder en Python pour pouvoir étudier les données que tu as recueillies. Et puis des fois, tu es vraiment juste en train de coller une vis à un endroit pour pas qu'elle se barre et tout. Et c'est hyper diversifié, quoi. Tu peux nous parler un peu de la thèse, justement ? Quel était le sujet exactement de cette thèse-là ? Ouais, alors moi j'ai fait une thèse. Donc le titre de la thèse, c'était... je ne sais même pas le ressortir comme ça aussi facilement. Si, le titre de ma thèse, c'était « Interféromètre atomique à source ultra forte pour le test du principe d'équivalence depuis l'espace ». Alors... c'est assez clair, tu n'as même pas besoin d'expliquer, je pense. C'est limpide. En gros, l'idée, c'est que y a tout un pan des technologies quantiques qui consiste à utiliser des atomes, donc la matière à l'échelle de l'infiniment petit, qu'on piège dans des chambres à vide. C'est vraiment des sortes de boîtes dans lesquelles on enlève toute la matière et nous, on vient mettre seulement un type d'atome qui nous intéresse. Et une fois qu'on a fait ça, on les attrape avec des lasers, on en fait des petites boules d'atomes avec plusieurs centaines de millions d'atomes, ce qui, en vrai, est pas beaucoup. Et on peut les manipuler très précisément. Parce que comme c'est un type d'atome bien défini, qu'on les a bien isolés, on peut en maîtriser plein de comportements. Et du coup, la branche, donc ça c'est ce qu'on appelle les atomes froids. Et donc dans cette branche des technologies quantiques, on utilise les atomes froids pour mesurer des choses. Alors, il y a plusieurs applications différentes. Et moi, l'application sur laquelle j'ai travaillé, c'est de mesurer des accélérations avec ces atomes. En gros, le principe, c'est que les atomes, ils nous servent, on appelle ça de mass test. C'est-à-dire, si je lance l'expérience, si je bouge l'expérience, les atomes, ils sont en chute libre parfaite, en fait. Ils sont isolés du reste. Et donc, ils vont voir un peu le reste de l'expérience bouger autour d'eux, de façon un peu de le voir. Et donc, on peut mesurer ça extrêmement précisément et faire ce qu'on appelle des accéléromètres, donc des outils qui mesurent des accélérations. Et des accéléromètres, on peut les faire sans atomes, on peut les faire avec plein d'autres technologies. Il y en a dans nos téléphones, quand on secoue le téléphone pour faire, je sais pas, apparaître une photo sur Instagram ou juste dans la manette de la Wii. C'est une référence un peu de personne qui est plus si jeune finalement. mais oui, des accéléromètres, il y en a dans la vie, quoi. Mais aujourd'hui, on voudrait en faire de plus en plus précis. Et une façon de faire des accéléromètres plus précis, c'est de le faire avec des atomes, utiliser les technologies quantiques. Ça, c'était un peu le sujet de ma thèse. Et puis, surtout, c'est pour tester un principe de physique fondamentale qui s'appelle l'universalité de la chute libre, qui est un truc qui dit que si tu prends un marteau et une plume, si j'ai pas de frottement de l'air pour faire flotter la plume, là, en fait, ils tomberont en même temps sur le sol si je les lâche en même temps. Ce qui est assez contre-intuitif parce qu'on a l'impression qu'un truc léger, il tomberait moins vite. Mais en fait, non, tous les objets, tous les corps, quelle que soit leur nature, ils vont tomber pareil dans le champ de pesanteur. Ce qui est un peu une curiosité. En réalité, c'est assez contre-intuitif et on ne sait pas trop pourquoi c'est vrai en physique. Donc il y a des modèles qui considèrent que ça c'est vrai et c'est admis. Mais il y a aussi des modèles, plutôt des modèles récents, etc., des théories récentes qui disent peut-être ce principe-là, il n'est pas tout à fait vrai. Il n'a pas trop de raison d'être vrai en vrai. Et du coup, il y a tout un pan de la physique expérimentale, dont ma thèse faisait partie, dont le but, c'est de vérifier ce principe le plus précisément possible. En gros, faire tomber des objets de masse différentes et regarder s'ils tombent bien en même temps. Donc nous, on faisait ça avec des atomes. D'accord, ok. Avec ce que je disais, les accéléromètres atomiques, on fait ça, mais avec des atomes de masse différentes. Okay. Un atome plus lourd, un atome moins lourd. Et puis, on va regarder s'ils tombent bien en même temps. Et le but, c'est que cette mesure, si tu veux la faire correctement, il faut la faire pendant très longtemps. Il faut regarder les atomes tomber longtemps. Et ça, tu peux pas le faire quand t'es au sol et que t'as une petite chambre à vide, ils finissent vite par tomber en dessous. Ça, c'est un peu contre-intuitif, c'est-à-dire que des nuages d'atomes, ils tombent. Mais s'il y a rien pour les retenir, entre guillemets, ils ont une masse, donc ils tombent. Et du coup, solution, si je veux les regarder tomber longtemps, je fais en sorte que toute l'expérience tombe en même temps. Donc soit tu jettes du haut d'une tour toute ton expérience, ça existe, les Allemands font ça. Ah ouais ? Ouais, ils travaillent dans la tour de chute libre à Brême. Il y a une grande tour dans laquelle ils ont fait le vide. Okay. Et ils font tomber des expériences, dont des expériences avec des atomes froids, dans la tour de chute libre, pour avoir, eux, ils ont jusqu'à 4 secondes comme ça de chute libre. Et nous, on avait un autre truc pour faire ça d'une manière, alors à mon goût, un peu plus élégante, mais c'est un pur jugement de valeur, voilà. Beaucoup de respect pour mes collègues allemands, mais moi je trouve ça plus joli. On fait ça dans l'avion 0G. Alors l'avion 0G, c'est quoi ? C'est un avion qui, à la base, c'est un avion de ligne normale. C'était l'ancien jet d'Angela Merkel. C'est fou, cette histoire qu'elle a donné quelque part au CNES. Ouais. Et ils ont fait une entreprise, une filiale qui s'appelle Novespace, qui est la filiale qui
exploite l'avion 0G. Et c'est un avion qui décolle comme tous les avions, mais une fois qu'il est en l'air, il fait un truc un peu bizarre, c'est qu'il fait un mouvement de parabole dans le ciel. C'est-à-dire qu'il s'élance vers le ciel en faisant un angle de 45 degrés avec l'horizon, donc c'est un peu sportif. À ce moment-là, quand on est dans l'avion, parce qu'on va dans l'avion avec les expériences, et ben on se ressent 2 fois notre poids. Okay. Parce que comme il accélère vers le haut, nous on sent 2 fois notre poids. Et ensuite, donc une fois qu'il est bien monté, et ben ils vont quasiment éteindre les moteurs. En réalité, ils les éteignent pas complètement, mais voilà. Et là, ils te laissent l'avion en chute libre, donc il flotte comme si t'avais lancé une balle en l'air, quoi. Et ce qui se passe quand t'es du coup au sommet de cette parabole, c'est que pendant 22 secondes, il y a tout qui flotte dans l'appareil, quoi. Donc les pilotes, ils sont bien harnachés, mais ils flottent. Nous, on est là, pareil, on est quand même accrochés derrière des sangles, voilà. Et donc toute l'expérience est en chute libre. Nous, ça nous permet de regarder nos atomes pendant 22 secondes, possiblement. Ouais. Et puis, ça permet à des gens de faire plein de types d'expériences. Alors des fois, il y a des astronautes qui sont en entraînement pour les préparer à la 0G, les préparer à l'impesanteur de l'espace. Des fois, il y a des personnes qui font des tests de physiologie, regarder comment le corps il réagit à ça. Mais il y a plein d'autres expériences de physique un peu comme la nôtre, ou d'expériences un peu sensorielles, où on leur met des casques de réalité virtuelle et on regarde comment leur cerveau réagit en zéro gravité. Donc c'est assez passionnant, c'est vraiment un laboratoire volant dans lequel il y a des expériences qui sont faites. Alors c'est des campagnes qui sont faites régulièrement dans l'année. Et voilà, donc j'ai eu la chance de participer à ça 3 fois pendant ma thèse quand même. C'était une belle expérience. Ouais. Et concrètement, quand t'es dans l'appareil, comment ton corps réagit? J'imagine que c'est assez violent quand même, ton corps. Genre ça peut être un peu... tu peux mal réagir, non? Alors tu peux mal réagir, oui. Je ne vais pas prétendre que tu peux pas mal réagir. En réalité, c'est pas très physiquement éprouvant dans le sens où le maximum d'accélération qu'on subit, c'est 2G, 2 fois l'accélération. Ce qui est pas énorme. Les pilotes qui décèlent, les gens qui font des choses plus extrêmes, ils vont prendre beaucoup plus de G. 2 fois son poids, c'est pas quelque chose que le corps vit trop mal. Ce qui vit plus mal, c'est le fait que ce mouvement de parabole, où on est gravité normale, 2 fois la gravité, 0 fois la gravité, on le fait 30 fois pendant 3 heures. Ah oui, d'accord. 3 matinées de suite. Donc au total, on a fait 90 fois le mouvement. Okay. Donc c'est plutôt ça, en réalité, qui est compliqué pour le corps, parce que du coup, l'oreille interne, elle sait plus où elle est. Et il nous donne un médicament pour empêcher qu'on soit malade. Hein. C'est comme un mal des transports quand on a ce mal-là, qui s'appelle la scopolamine, qu'on nous met en sous-cutané, enfin en piqûre, quoi. Ouais. Et c'est censé, ça diminue grandement le mal transport en endormant notamment un peu l'oreille interne. Bon, le problème, c'est qu'après ça, il y a quand même 1 personne sur 10 qui est quand même malade. Et j'ai la chance de faire partie de ces... Je suis l'élu. Donc bon, fin de ma carrière d'astronaute. Voilà. Je pourrais même pas postuler pour devenir astronaute, puisque c'est même pas la question, est-ce que vous pensez que vous seriez malade en 0G? Je sais. Littéralement, je sais déjà. Bon, il paraît que ça se travaille, mais voilà. Mais oui, moi j'avoue que j'avais quand même vraiment la nausée, presque pas jusqu'à en vomir, en vrai un peu, mais c'est normal, ils savent, quand on monte dans l'avion, ils nous fournissent un petit sac à vomi au cas où. Il y a un médecin de bord qui vérifie qu'on va bien. Okay. Ouais. Il y a un médecin de bord qui est là pour récupérer les sacs avant que ça s'envole. Ouais. Et du coup, juste que je m'imagine un peu dans l'appareil, il y a plein d'expériences en même temps. Ouais, c'est ça. En fait, t'as toute une partie de l'avion qui est libérée de ses sièges et dans laquelle ils ont mis des tapis blancs. C'est très joli. Un peu du sol au plafond, quoi. Et donc, on accroche ces expériences sur les rails sur lesquels, normalement, les sièges sont accrochés. Et donc, en général, là, je sais pas, pendant les campagnes, il y a une dizaine d'expériences à peu près. Alors, moi, la première fois qu'on avait volé, on avait la version de notre expérience laquelle on volait était quand même très volumineuse. Du coup, on prenait genre 1/4 de l'avion. Ah ouais, ce qui était un peu beaucoup. Normalement, elles sont quand même plus petites, les expériences. Donc on avait un peu abusé. Mais en général, oui, tu voles avec 8-9 autres expériences. Et il y a à chaque fois une expérience des scolaires. C'est-à-dire qu'il y a un projet, je vais pas dire le nom parce que je me rappelle plus, mais le CNES organise avec les scolaires en gros, ils proposent au lycée de monter un projet de qu'est-ce qu'ils viendraient tester expérimentalement en 0G dans une petite boîte. Et donc les lycées proposent et après je pense qu'il y a une sélection. Et donc chaque année, pour chaque campagne, il y a 3 lycées différents. Pour chaque matinée de vol qui viennent voler avec... Souvent, il y a le prof et il y a 1 ou 2 élèves. Alors, il faut qu'ils aient 18 ans pour avoir le droit de voler. Donc, souvent, dans les classes de terminale, on n'a pas 18 ans. Donc, je pense que ça doit être un peu la guerre dans les classes. J'imagine. Mais à chaque fois qu'on vole, il y a à la fois des scientifiques. Souvent, tu as aussi des journalistes qui sont là pour venir faire un sujet. Tu peux avoir des artistes aussi. Il y a des artistes, il y a un projet artistique comme ça...
Et ça va, encore une fois, je vais pas dire son nom parce que je me rappelle pas, mais il y a une danseuse qui régulièrement va voler dans l'avion 0G et au fur et à mesure des campagnes qu'elle a faites, elle a maîtrisé de mieux en mieux, et maintenant elle arrive à danser, à faire utiliser son corps pour pouvoir danser en 0G. Donc c'est à moitié de la physiologie, à moitié de l'art, et c'est magnifique comme expérience. Et t'as des scolaires, donc c'est vraiment à la fois un milieu de recherche pure, qui produit quand même de la recherche, des papiers, etc. Et à la fois aussi un lieu d'expérimentation plus hors norme, un peu plus poétique aussi, et un peu plus aussi dans le sens ouvert vers la communication scientifique, un petit peu montrer au grand public toutes les folies que peuvent amener les sciences, quoi. Enfin, justement, je crois que c'est un de tes projets, donc t'as été récompensé, ta thèse a été récompensée par le prix L'Oréal UNESCO, de la Fondation L'Oréal UNESCO. Ouais. Et tu disais que t'aimerais utiliser un petit peu ce prix pour faire de la vulgarisation scientifique, de la communication scientifique. Ouais. C'est un truc que t'as fait ou que t'es en train de faire? Bah ouais, déjà parce que avec ce prix, donc il y a 35 lauréates qui sont récompensées par le prix Jeunes Talents chaque année. Et c'est assez suivi médiatiquement. Le but de la Fondation L'Oréal, c'est non seulement de valoriser les chercheuses dans leur milieu scientifique, parce qu'il y a quand même une sélection par l'Académie des sciences, donc c'est un truc qui est reconnu comme un prix de thèse dans nos milieux, mais c'est aussi de donner une visibilité grand public. Et donc la remise des prix se fait à l'occasion de la Fête de la Science, en octobre. Et du coup, il y a les médias qui souvent font des sujets pour la Fête de la Science, qui vont aller... souvent, on a les télés locales, on a les journaux, etc., qui vont venir faire des petits sujets sur le prix L'Oréal. Donc ça, c'est un truc dont on bénéficie, c'est une exposition médiatique. Et moi, j'ai eu la chance de faire ça au moment où je commençais à faire de plus en plus de stand-up. Et ça a beaucoup intrigué les médias, cette doctorante en physique quantique qui fait du stand-up. Donc ça a un peu attiré l'attention, et donc ça m'a permis d'avoir une plateforme pour parler de science à un grand nombre, et notamment à des jeunes filles, parce que en science, les femmes sont sous-représentées. Et il faut montrer que déjà il y a des filles, et pour avoir une forme de... alors il y a un peu un côté mentorat, un peu une forme, j'ai pas envie de dire de modèle, parce qu'il faut peut-être pas abuser non plus, mais ce qui est sûr, c'est que quand des jeunes filles voient des femmes faire des métiers, elles vont plus facilement se projeter dans le dit métier que si elles voient que des hommes le faire. Et donc c'est un peu l'idée de la Fondation L'Oréal pour les femmes et la science, c'est d'exposer des scientifiques au grand public pour leur montrer la diversité des sujets scientifiques déjà, et que effectivement il y a des jeunes femmes qui sont dans ces milieux-là. Et donc ouais, j'en ai profité pour donc au niveau des médias, j'ai fait quand même pas mal de sujets, pas mal d'interviews, etc. Et puis du coup, ça m'a amené aussi à avoir envie d'amener un peu plus les sciences quand je parle sur scène, parce que forcément les gens disent mais tu fais du stand-up et tu fais des sciences, est-ce que tu parles de sciences au stand-up? En réalité pas que, je vais pas mentir, j'ai une grosse partie de mon stand-up qui est très anecdote, très mais il y a aussi des parties où je parle un peu de ma vie au labo, ou alors j'essaie d'aborder des sujets scientifiques de manière plus anecdote. En parlant de l'avion 0G, par exemple, des choses comme ça. Ou Thomas Pesquet aussi. Ou Thomas Pesquet. Ton idole, non? Mon idole. Si tu regardes Thomas. Non, je rigole, bien sûr. Ma nouvelle idole, maintenant, c'est Sophie Adenau. Ah oui, bien sûr. Okay. La nouvelle astronaute française. Elle a l'air... Désolée, Thomas, mais elle a l'air encore plus incroyable. Non, vraiment, elle a un profil fou. Tu l'as déjà rencontrée? Non, j'ai pas eu cette joie. J'espère l'avoir un jour. Ouais. Mais ouais, il y a un peu ça donne envie quand t'as une exposition médiatique et que t'es scientifique de montrer au monde à quel point les sciences c'est incroyable, à quel point ça peut être rigolo, à quel point ça peut être poétique. Et c'est ce que tu fais sur Insta aussi. C'est ce que j'essaie de faire sur Insta, ouais. Et la série En apesanteur, t'as d'autres idées comme ça de séries où tu montres un peu l'envers du décor ou des choses un peu extraordinaires que tu vis en tant que chercheuse? Bah, grande question. En réalité, là, c'était un peu... J'avais profité de la campagne de vol pour faire la série En apesanteur. Je me suis dit, ok, c'est sûrement la dernière campagne à laquelle je participe. Il faut que je marque un peu le coup. Tu leur as demandé ou même pas? Je vais pas demander l'espace parce que, de toute façon, tant que je dis pas des choses déjà négatives, et puis finalement, c'est... J'avoue que les réseaux sociaux, c'est un peu un milieu, c'est un peu un western, enfin un western, un Far West, je veux dire, où on a un peu du mal à savoir ce qu'il faut demander ou pas. Et par exemple, sur l'autre question que tu me disais, est-ce que maintenant j'ai envie de faire d'autres séries? Bah, par exemple, je peux pas montrer mon quotidien au CNES, parce que pour le coup, le CNES, c'est un endroit qui est quand même protégé, c'est quand même le spatial français. Donc, je filme pas au CNES, je prends pas de photos au CNES parce que voilà. Et là, pour le coup, je pourrais si j'avais des autorisations. Mais voilà, donc, à la question, est-ce que je prévois d'autres choses? Pour l'instant, là, à court terme, pas tant. Je m'axe plus sur la scène que les vidéos parce que c'est pas vraiment le cœur de mon métier, les vidéos, quoi. Et c'est pas forcément ce que je préfère. Moi, je préfère la scène. Et j'ai souvent fait des vidéos parce que j'avais pas forcément le choix ou parce que justement, j'avais vraiment un sujet à évoquer. Mais
j'avoue que j'aimerais bien à voir comment ça se passe avec mon métier, comment ça s'articule. Mais moi, la présence sur les réseaux sociaux, elle m'intéresse aussi beaucoup. Et donc, il y a peut-être des projets qui arrivent avec d'autres médias, mais je ne peux pas en parler. Mais j'aimerais bien être un peu plus en format vidéo, parler de science trop bien. Au plus grand nombre. Finalement. Parce que quand tu fais du stand-up, un des contenus que tu peux mettre régulièrement sur tes réseaux, c'est du coup des sketchs que tu filmes quand t'es en comedy club. C'est un truc que toi tu fais régulièrement? Je le fais pas si souvent. Ouais. Je le fais un peu. Pourquoi je le fais pas si souvent? Parce que souvent j'ai un peu la flemme. Il faut se filmer, il faut avoir un bon angle, une bonne qualité. Puis souvent l'algorithme, c'est pas ça qui va le plus booster. Et du coup, j'avoue que je prends pas trop le temps de le faire. Mais oui, c'est une bonne façon d'avoir de la visibilité. Et effectivement, je pourrais aussi sélectionner des moments où je fais un peu vulga pour les mettre, etc. En vrai, je pense qu'il faudrait juste que je sois entourée des bonnes personnes pour m'aider à faire ces contenus, parce que j'ai plein de vidéos, plein de potentiels contenus que je n'exploite pas. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Et mais ouais, les extraits de stand-up, le problème c'est que voilà, il faut les bonnes conditions, il faut que la salle ait ri à la blague, parce que c'est une blague, personne ne rit, c'est un peu la honte. Pas ouf, ouais. Voilà. Cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025? Le podcast va sortir en décembre, entre le 1er et le 24, je sais pas exactement quel jour. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? On peut me souhaiter d'avoir une première version du spectacle. Moi, j'aime bien bosser sur mon spectacle. Ça fait un petit moment que je dis que... Très chouette. Mais là, je pense que ça va être vraiment l'année du spectacle. Je pense que ça va être une année aussi où je vais essayer de moi, ce que je me souhaite, c'est de mieux me structurer. Dans le sens où là, c'est un peu... Je fais un peu tout au feeling, en fonction de comment les choses arrivent, etc. Mais là, je suis en train de me poser plus. C'est-à-dire que voilà, avec l'emploi que j'ai maintenant au CNES, donc au Centre national d'études spatiales, qui est un boulot où j'aimerais rester très longtemps, si c'est possible, s'ils acceptent d'accepter ma période d'essai. Mais en réalité, j'aimerais bien continuer pendant longtemps dans cette agence spatiale. Et du coup, cette année, j'aimerais me structurer pour voir comment j'articule mon travail sur scène, mon travail de vulgarisation scientifique avec finalement mon travail au quotidien, parce que je pense que c'est vraiment pas incompatible, même mieux que ça, je pense que ça peut s'internourrir. Je pense vraiment que je suis pas sûre que ce mot existe, mais on valide complètement. Je fais de la recherche, je cherche aussi des nouveaux mots. Ouais. Mais je me dis que je peux vraiment mieux me structurer, peut-être être mieux accompagnée, etc. Donc je pense que ça va être ça ce que je me souhaite en tout cas pour 2025. Trop bien, on te souhaite ça aussi. Où est-ce que les gens peuvent te suivre s'ils veulent te suivre sur Instagram ou YouTube ou sur tes réseaux? J'ai un compte Instagram et j'ai aussi le compte TikTok qui a le même nom et c'est Célia Blague de trop. Voilà. Excellent jeu de mots, Célia Blague de trop. Je me suis appelée comme ça parce que souvent je fais des blagues, je vois que ça rit dans la vie et il y a toujours une petite blague de trop, soit qui vexe les gens, soit qui les choque un peu. Je dis voilà, c'était la blague de trop. C'est donc comme ça que ça marche. Donc voilà, Célia Blague de trop sur les réseaux et donc je partage à la fois du stand-up, alors beaucoup mes dates de stand-up à Toulouse, parce qu'aujourd'hui j'habite à Toulouse et c'est là que je joue le plus souvent. Mais des fois il m'arrive de faire des dates sur Paris ou Bordeaux, ou même encore ailleurs. Et je partage aussi du coup un peu du contenu scientifique. J'essaye de temps en temps de faire un peu du vulga. Pas assez, mais le travail sur les réseaux, c'est un travail à part entière. On s'en rend pas compte, mais c'est beaucoup de travail. Et c'est trop bien ce que tu fais. J'invite tout le monde à aller te suivre. Merci beaucoup Célia. Merci à toi. Et bonne soirée ce soir.